On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ici sur les variations de fonctions. On va s'intéresser à quelques points fondamentaux relatifs à cette notion de variation, dont on avait déjà énoncé quelques traits dans d'autres vidéos. Ici, on va s'attarder sur quelques points en lien avec cette notion de variation, des points qui, tels qu'énoncés ici, n'apparaissent pas nécessairement très intéressants ou très importants, mais en fait qui auront toute leur importance quand on va étudier d'autres éléments plus tard sur les fonctions. Et la première chose que l'on va commencer à introduire ici, c'est la notion d'extrémum, local et global. On va voir les deux cas. Quand on parle d'extrémum, comme on va le voir, en fait on parle de deux choses. On parle soit de ce qu'on appelle un maximum, et on va définir ce que c'est, soit d'un minimum. Alors, de quoi on parle concrètement ? Ici, j'ai pris la courbe représentative de deux fonctions différentes. Remarquez que, voilà, en supposant que cette fonction ne soit définie que ici, en supposant que la courbe s'arrête par exemple, et pareil ici en supposant que la courbe s'arrête, qu'il n'y a rien après, ou alors en supposant que la courbe se prolonge ici et ici, et que la courbe se prolonge ici et ici, que ça reste avec les mêmes variations, vous allez remarquer deux choses. Dans cette courbe-là, on remarque qu'il existe un point dont l'image est la plus grande. Forcément, puisqu'il n'y a pas d'autre point qui est plus élevé en termes de hauteur, donc il n'existe pas de point ici dont l'image serait encore plus grande. Et donc cette image-là qu'on va appeler M correspond à ce qu'on appelle un maximum. Toutes les images f de x, des autres valeurs de x, sont forcément inférieures ou égales à ce maximum-là, c'est-à-dire cette image-là qui est la plus haute, la plus grande, si vous voulez. C'est ce que je traduis ici. Pour toute x, alors j'étais pas très rigoureux dans l'écriture, mais parce que c'est pas ça qui m'intéresse ici, parce qu'il faudrait dire pour toute x dans un certain intervalle. Je suis pas rentré dans ce détail ici. Donc pour toute x dans l'intervalle sur lequel la fonction existe, eh bien on voit que toutes les images de x sont inférieures ou égales à cette image-là qu'on a notée m, et qui correspond à ce qu'on appelle le maximum. Et vous aurez compris qu'ici, on est dans le cas exactement opposé, où on parle cette fois-ci d'un minimum, une image qui est la plus petite. Toutes les images ici sont soit plus grandes, soit égales à m. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, ici, m, c'est l'image de ce que j'ai appelé x0. x0 qui est l'abscisse du point qui se trouve au sommet de la courbe. Et là, x0 qui correspond à l'abscisse du point qui se trouve au niveau le plus bas de la courbe. Mais là, on parle ici et ici de maximum global et de minimum global. Pourquoi ? Parce qu'on a pris un cas de figure finalement assez simple où il existait juste un maximum ici et un minimum là. Mais on pourrait très bien avoir un cas de figure où, quand on regarde au niveau global, on ne voit pas tout de suite se dégager de maximum. Alors là, éventuellement, on pourrait se dire là, il y a un maximum, mais on ne sait pas si la fonction est continue ou pas. Là, on l'a représenté en partie. Cependant, si on regarde à un niveau très restreint, par exemple, si on considère un intervalle très restreint, que j'ai appelé par exemple i ici et que j'ai appelé j ici, et bien dans cet intervalle restreint, on voit qu'il y a un minimum, mais un minimum seulement dans le cadre de cet intervalle restreint. Si on prend les images ici, donc toutes les images de ces abscisses dans cet intervalle, eh bien on voit que ici il y a quand même un minimum, mais un minimum seulement pour cet intervalle restreint. Pareil ici, sur cet intervalle restreint, on a un maximum qui est un maximum local seulement. Parce que si on regarde au niveau global, on voit qu'il y a des points dont les images sont plus grandes. Mais si on se concentre uniquement au niveau local ici, on voit qu'il y a un maximum, mais qui est un maximum local seulement. C'est-à-dire que toutes les images des abscisses qui sont dans cet intervalle sont plus petites ou égales à m, tout simplement. Et donc là, on parle de maximum et de minimum locaux. Et la notion d'extrémum, c'est tout simplement une notion qui renvoie soit à la notion de maximum, soit à la notion de minimum. Elle résume ces deux notions-là,
Et puis quand on dit par exemple que la fonction admet un extrémum local, par exemple, bah, ce sera soit un minimum local, soit un maximum local. Comment déterminer ça? Eh bien, il faudra nécessairement voir si on se trouve dans ce cas de figure-là ou dans ce cas de figure-là. Plus tard, on étudiera spécifiquement comment le déterminer, mais là, on n'a pas encore beaucoup d'outils pour pouvoir analyser ces choses-là de façon très approfondie. Mais en tout cas, voilà pour cette notion d'extrémum local ou global, suivant les cas. On voit ici toute l'importance de cette notion de maximum et de minimum lorsque l'on veut décrire les variations générales d'une fonction. Parce que vous comprenez bien que si une fonction change de variation, c'est que on passe par un minimum ou par un maximum, nécessairement. Si on passe par un minimum, bah là, c'est-à-dire que la fonction va être décroissante au début, puis croissante après, donc entre-temps, on sera passé par un minimum, local ou global, peu importe, c'est pas la question ici. Et si la fonction est d'abord croissante, puis décroissante, bah, ça veut dire qu'on passe par un maximum, nécessairement. Et donc, on voit que une fois qu'on a identifié par exemple un minimum, on pourra du coup dire qu'à partir de ce minimum, la fonction change de variation. En l'occurrence, pour la fonction carrée, on le voit très bien, hein, il y a un minimum ici. Et donc, avant ce minimum, la fonction est décroissante, puis elle devient croissante. Et donc, voilà un petit peu quelques éléments qui peuvent nous permettre de mieux caractériser les variations d'une fonction. Et bien sûr, on verra dans d'autres cours, avec d'autres outils qu'on étudiera, comme la dérivation par exemple, qu'il y a des façons beaucoup plus riches de déterminer les variations et avec beaucoup plus de précision. Et on verra que ce tableau-là que j'ai introduit et qui résume ces variations-là va pouvoir être beaucoup plus complet parce qu'on va pouvoir déterminer exactement la valeur de ce minimum-là. Il faudra calculer f de x0 et ça nous donnera la valeur de m. Donc x0, ce serait du coup l'abscisse du point qui est le plus bas pour ici un minimum. Et on verra qu'on pourra aussi déterminer les valeurs ici et ici à partir de la notion de limite, qu'on verra plus tard. Mais en tout cas, voilà une idée sur ce tableau-là, dans lequel on a ici un intervalle d'abscisse. Donc on voit que la fonction est définie sur tout cet intervalle-là. C'est-à-dire qu'en moins l'infini, il existe du coup des valeurs de x qui admettent ici des images. Pareil ici. Quand je dis des images, attention, hein, je rappelle, pour pas que mon propos soit confus, attention, hein, chaque antécédent ne peut admettre, en fait, il n'existe, en gros, on a une seule image possible. On peut pas avoir, par exemple, un antécédent qui admet plusieurs images différentes. L'image est unique à chaque fois. Quand on avait parlé d'injectivité et de surjectivité, on avait dit qu'une image peut avoir plusieurs antécédents. Mais attention, par contre, on ne peut pas avoir un antécédent qui admet plusieurs images. Ça, c'est pas possible. Ça contredit la définition même d'une fonction. La fonction va associer un ou plusieurs antécédents à une image donnée. Et on a le cas de la bijectivité où on a chaque antécédent admet une unique image pour le cas de la bijectivité. Mais en tout cas, il n'y a jamais de cas de figure où on a, par exemple, un antécédent qui a plusieurs images différentes. Non, un antécédent ne peut pas être associé à plusieurs images différentes. Voilà, et donc ici, on a un intervalle de x sur lequel la fonction existe, et ici, on a les valeurs générales des images, qui sont toutes définies comme un certain x au carré. Et là, du coup, on voit que ici, pour cette fonction-là, avec cette équation-là, a une courbe représentative dont les variations sont de cette forme-là. Tout simplement. Donc là, ici, on mettra l'équation qui décrit la fonction et qui décrit de façon algébrique cette fonction-là. Et du coup, ici, on a les
variation générale de cette fonction qui est la fonction carrée ici. Et donc voilà un petit peu quelques éléments sur les variations.